La façade est pour l'instant dans le noir et par le bas des piliers, la lumière vient progressivement. On voit un garde qui traverse un autre. Ils se battent. Une femme qui court, poursuivie par un garde qui cherche à s'emparer d'elle. Un des deux gardes qui se battait est tombé à terre. Cependant que des lumières rougeoyantes sillonnent. C'est Rufus, maintenant le capitaine des gardes, qui se bat avec deux autres pour donner une impression, dès ce prologue, d'agitation, de bataille, d'inquiétude, d'affolement. La femme qui tout à l'heure était poursuivie traverse à nouveau toute la façade. Cependant que Rufus continue à se battre contre deux gardes et que l'affranchi, qui était l'esclave d'un sénateur, suit avec affolement toute cette bataille. La lumière a disparu. L'orage chasse tous ces combattants qui traversent une dernière fois la façade. Lumière. Enfin, selon mes vœux, Sabine est sans rival. L'infidèle Octavie au sépulcre des Vannes. Cet esprit, si contraire à mes intentions, qui blâmait en secret toutes mes actions, ne fera plus mouvoir la langue envenimée qu'il fit toujours agir contre ma renommée. Dans ses prétentions, son espoir l'a trompé, je suis bien affermi dans le trône usurpé. Et ce monstre infernal qu'on va réduire en cendres ne peut plus avoir lieu de m'en faire descendre. Pensant me dépouiller d'un ornement si beau, ce serpent a laissé sa dépouille au tombeau. Rien ne peut désormais nous mettre en jalousie. Faisons festin, Sabine, et chantons Thalasie. Il ne faut pas encore se réjouir si fort. De ce serpent éteint, le venin n'est pas mort. Ce dangereux poison s'entretient et sommeille en 100 cœurs factieux qui l'ont pris pour oreille, et qui de ta clémence, irritant leur rigueur, tâche de le répandre en tous les autres cœurs. Ils n'ont qu'à se nommer. Nous leur ferons apprendre, dès que nous l'aurons su, ce qu'ils ont à répandre. Ils se pourront nommer avec sûreté si tu n'as point pour eux plus de sévérité. Tels vivent en repos, qui pour notre ruine élève tous les jours la vertu d'Agrippine, et qui des citoyens disant la fureur te fait toujours passer pour un objet d'horreur. César, pour affermir une grandeur naissante, on ne doit point avoir de souffrance innocente. Il faut à tout le monde imposer le respect, et perdre promptement ceux qui paraissent suspects. Pour s'assurer d'un trône, il faut être capable de confondre parfois innocent équipage, et ne discerner point ce qu'on doit immoler, quand notre impunité nous peut faire ébranler. Mais tu pratiques mal cette bonne maxime. Ceux qui t'ont accusé et convaincu du crime d'ennemis capitaux du prince et de l'État pourront encore faire un second attentat. Qui sont ces gens de bien, dignes qu'on les honore? Je les pourrais nommer Pison, Sénèque encore. Sénèque n'en fut pas. Au moins nul ne le croit. Voilà l'autorité de ce flatteur adroit. Il ne lui faut qu'un trait de sa vaine éloquence pour te faire excuser des mots de conséquence. Sa parole attrayante a des inventions pour te faire approuver ses noires actions. Je ne peux plus souffrir qu'un pédant hypocrite joigne de si grands biens si peu de mérite et surpasse en meubles, jardins précieux, les princes, après toi les plus délicieux. Son bien n'est pas son crime, il est plutôt mon vice. J'ai prodigalement reconnu son service. Mais étant comme moi redevable à ses soins, un empereur romain ne pouvait faire moins. S'il faut que la fortune à mes souhaits réponde, je veux donner ensemble et perdre tout le monde. Nul ne te blâmerait de donner par excès si tes profusions avaient un bon succès. Mais comme l'Italie aujourd'hui te reproche,
ta libérale main sème sur une roche, et faisant à cet homme aveuglément du bien, engraisse un champ, ingrat, qui ne rapporte rien. A-t-il jamais fait voir un fruit de son étude qui n'est empoisonné d'un trait d'ingratitude? N'est-il pas donné 1000 indices divers qu'il compose lui-même? Ou corrige tes vers? Le voit-on applaudir lorsque sur le théâtre tu rends de ton récit tout le peuple idolâtre? Et lorsque tes discours avec tant d'éclat, par 1000 attraits charmants, ravissent le Sénat, sa mine et ses façons font-elles pas paraître que le simple écolier parle devant son maître? Il peut bien prendre haleine, mais cesser désormais de vendre à prix d'argent les faveurs du palais. Un plus homme de bien devrait tenir sa place. A-t-il encore le front d'attendre qu'on le chasse? Tu sais bien que Sénèque et Burrus n'étaient qu'un, qu'ils avaient les honneurs et les biens en commun. L'un s'en doit-il aller sans que l'autre le suive? Faut-il que Burrus meure et que Sénèque vive? C'est à toi seulement qu'il peut être permis de respecter si fort tes plus grands ennemis. Pour moi, je n'aime point cet avis de sangsue qui ne peut contenir l'humeur qu'elle a reçue et qui, par le moyen de ses secrets ressorts, te veut avec le sang ôter l'âme du corps. Ne trouve point mauvais si mon zèle s'exprime à chercher ton salut en découvrant son crime. C'est un Dieu qui me porte à rompre son dessein. C'est un petit César qui parle dans mon sein et qui te donne avis que cet homme perfide, si tu ne le préviens, sera ton parricide. Sabine, c'est sans doute une éponge à presser. Mais pour le perdre mieux, il faut le caresser. Il faut lui tendre un piège avec tant d'artifice qu'on lui laisse imputer notre propre malice. D'un filet si subtil, il faut l'envelopper qu'il s'y perde lui-même en pensant échapper. Et que les gens de bien, déçus par l'apparence, en le voyant périr, blâment son imprudence. Rencontrant un écueil en un port apparent, ce grand maître apprendra qu'il est fort ignorant. Pourquoi dans ce dessein prendre une voie oblique? De peur de nous charger de la haine publique. L'ennui avec 100 yeux nous regarde de près. Il ne faut pas agir pour repartir après. Ma haine en cet endroit doit être circonspecte. Tu sais l'humeur du peuple. Il faut qu'on la respecte. Ce farouche animal, sujette au changement, commence à s'ennuyer de mon gouvernement et pourrait essayer de se mettre en franchise si mes déportements lui donnaient quelques prises. Le Sénat qui me hait et fin de m'adorer ne voudrait qu'un sujet pour me déshonorer, pour me lancer un trait de sa rage couverte et pousser les Romains à conspirer ma perte. Puis me dois-je assurer d'avoir un serviteur faisant ouvertement périr mon précepteur? Si désirant ma mort, il garde le silence, je ne saurais le perdre avec violence. Il vient pour ses pareils des poisons d'Orient, dont la douce rigueur fait mourir en riant. Sabine, à l'entreprendre, on a perdu ses peines. Il n'étanche sa soif qu'au courant des fontaines. Et depuis quelque temps, pour apaiser sa faim, ne mange que des fruits qu'il cueille de sa main. Son crime se fait voir par cette défiance, qui donne assez matière à ton impatience. Faut-il que cet ingrat soit assez effronté pour vouloir vivre encore contre ta volonté? Il faut que... Mais le voici, ce savant personnage. À son funeste abord, je change de visage. Prends bien garde à sa mine. Il est assez aisé d'y voir un sentiment subtil et déguisé. Il vient pour te surprendre enflé d'une harangue. Quelque nouveau poison va couler de sa langue. Vois si facilement on me peut abuser et lequel de nous deux c'est le mieux déguisé. Écoute nos discours. Non, je quitte la place. Cet objet me déplaît, me choque et m'embarrasse. Sabine s'éloigne. Sénèque Rufus approche. Vers Néron. C'est d'abord Rufus le Fais capitaine. avancer. Sénèque approche de Néron. Néron ne le regarde pas encore. Mon père, que veux-tu? Puis-je de quelque grâce honorer ta vertu? César, depuis le temps que ma soigneuse adresse s'applique à cultiver l'espoir de ta jeunesse et t'enseigne des rois le glorieux métier, le soleil n'a pas fait 3 fois un lustre entier. Mais qui pourrait compter les biens dont par ta grâce je fus fait possesseur durant ce peu d'espace? Sans doute,
Tes efforts nobles et généreux mettraient ton précepteur en un état heureux. N'était que le bonheur abhorre l'opulence et consiste au repos plutôt qu'en l'abondance. Achève ton ouvrage et ma félicité. Laisse à ton serviteur plus de tranquillité. Reprends tous ses bienfaits et permets que je quitte ces marques de ta gloire et non de mon mérite, qui, pour en bien parler, sont des fardeaux pesants à m'attirer l'ennui et charger mes vieux ans. Permets qu'ayant servi sous un si digne maître, j'aille me délasser en un séjour champêtre, où, bien loin du murmure et de l'empressement, je puisse entretenir mes livres doucement. Auguste, ton aïeul, plein de reconnaissance à deux de ses amis, donna même licence. Eux, dis-je, qui n'avaient que les prospérités, les biens et les honneurs qu'ils avaient mérités, l'ayant toujours servi dans la guerre civile, ou fourni de conseils pour gouverner la ville. De moi, je suis encore à deviner pourquoi j'ai reçu tant d'honneurs et de bienfaits de toi, si ce n'est pour t'avoir donné par aventure des lettres et des arts la première teinture. Mais si dans ce sentier mes soins t'ont avancé, l'honneur de te servir m'a trop récompensé. Les traits de ton esprit et ceux de ta mémoire en 100 occasions ont trop fait pour ma gloire. Fallait-il pour cela que tes rares bienfaits m'élevassent ainsi plus haut que mes souhaits, et que ton amitié donnât à ma fortune tant de lustre et d'éclat qu'elle m'en importune? Par des dons excessifs fallait-il me lier et mettre en si haut rang un simple chevalier? En rendant ma fortune à tel point établie, tu m'apprends ta grandeur et fais que je m'oublie. Mon jugement s'égare en ces biens superflus. Je m'y cherche moi-même et ne m'y trouve plus. Quoi? Celui qui du luxe et des grands adversaires ne serait point content des choses nécessaires, aurait tant de jardins, aurait tant de maisons, à s'aller divertir en toutes les saisons. Ce n'est pas raisonnable. Il ne m'est pas loisible de faire à mes écrits un affront si visible. Reprends donc tant de biens reçus mal à propos et souffre à l'avenir que je vive en repos. Ici, l'effet d'un soin qui me fut nécessaire me sera favorable et te sera contraire. Je vais, par tes leçons, t'imposer une loi et de ton propre bien me servir contre toi. Pourquoi fais-tu si fort éclater mes largesses? Toi qu'on voit reconnu de si peu de richesse, et qui, selon les soins dont tu m'as obligé, mériterait qu'en or ton marbre fût changé. Toi qui mériterais que ta maison fût pleine plutôt de diamants que d'ivoire et d'ébène. Tu dis que par Auguste, à deux de ses amis, ce que tu veux de moi fut autrefois permis. Tu sais bien toutefois qu'Agrippe et que Mécène, obtenant de César du relâche à leur peine, en un âge caduc, beaucoup plus que le tien, ne furent pas pourtant démunis de leurs biens. Vois lequel de nous deux à l'autre est redevable. Tu m'as montré les arts, et l'art incomparable d'attirer les souhaits, de fléchir les rigueurs, d'arrêter les esprits et de gagner les cœurs. Tes leçons m'ont pourvu de grâce et d'éloquence, et ce sont des bienfaits qui sont de conséquence. De moi, tu n'as reçu que des biens fort légers, qui se trouvent sujets à beaucoup de dangers, que l'eau peut emporter, que le feu peut détruire, à qui, sans accident, sont capables de nuire. Et ce qui m'est honteux, c'est que les affranchis se sont auprès de moi beaucoup plus enrichis. Mais avant qu'il soit peu, comme je fais mon compte, j'augmenterai ton bien pour amoindrir ma honte. Tandis, oblige-moi de ne me quitter pas, d'observer ma conduite et de guider mes pas. Tu sais qu'aux voluptés, la pente est fort glissante, à ceux dont la jeunesse est forte et florissante. Occupe ta sagesse à régler mes désirs, à compasser toujours mes jeux et mes plaisirs, afin que ta prudence, à bon droit estimée, fasse accroître ma gloire avec ta renommée. Quoi? Vouloir me quitter? Ce serait me trahir, m'abandonner au vice et me faire haïr. On ne parlerait plus que de mon injustice, que de ma violence et de mon avarice. Ce désir de repos et de tranquillité, à crime capital, te serait imputé. Et tu ne voudrais pas acquérir de la gloire, causant à tes amis de tâches si noires. Ne me parle donc plus de cet éloignement et demeure toujours en ton appartement. Va, mon père. Oh, César! Fais ce que je désire. C'est le bien de César,
et celui de l'Empire. Et Néron s'éloigne, cependant que Sénèque s'en va tristement. Rufus va vers lui. Quel tendre sentiment. Qu'en dites-vous, Seigneur? Il a trop de bonté. Il me fait trop d'honneur. À parler librement, c'est un étrange maître. Vous le connaissez bien. Qui le peut mieux connaître? Et, tristement, le visage baissé, Sénèque s'éloigne, suivi du regard par Rufus, qui demeure seul pour l'instant en pleine lumière. Sénèque a disparu. Rufus fait quelques pas, monte des degrés, regarde autour de lui, redescend, s'éloigne, revient. Il paraît attendre. Rufus marche toujours. Mais voici. Pison, suivi du sénateur. Ce sont les conjurés. Salut du sénateur à l'adresse de Rufus. Pison regarde autour de lui. Si personne ne les observe, maintenant il se serre la main. Nous pouvions choisir un endroit moins suspect pour parler de Néron que ce lieu de respect. Qui pourrait soupçonner qu'au jardin de Mécène, on vint délibérer de sa perte prochaine? Nous voyons éclairer les yeux d'un colonel qui ne peut consentir à rien de criminel. Pour tous ses ennemis, j'ai beaucoup d'indulgence. Et je ne brûle ici que d'un feu de vengeance. L'infâme, il apprendra le poignard dans le cœur qu'il devait n'estimer que des hommes d'honneur. C'est pour cette leçon que Milicus dérouille un fer que dans son sang il faudra que je souille. De tant de lâcheté, il nous fera raison. Mais où le prendrons-nous? En ta propre maison. Il aime à festiner dessus les bords de l'onde. C'est la commodité la meilleure du monde. Comment dans ma maison? Plus bas, j'entends du bruit. Oui, c'était Picaris et Lucain qui la suivi. Eh bien, qu'attendons-nous? Quel sentiment timide fait ainsi retarder la mort d'un parricide, qui de tous les méchants est le ferme soutien et l'ennemi mortel de tous les gens de bien? Avons-nous oublié cet horrible spectacle, où tout désir brutal s'accomplit sans obstacle, où toute violence et tout débordement, en plein jour, s'exerça par son commandement? Autant de chevaliers, des plus nobles familles, virent déshonorer leurs femmes et leurs filles, par des gladiateurs et par d'infâmes serfs, tout dégoûtant de sang et tout chargé de fer. Ne nous souvient-il plus de ce feu sacrilège, pour qui les lieux sacrés furent sans privilège? Ce feu qui consuma jusqu'aux fondements tant de temples fameux et de grands bâtiments, ce feu qui s'allumant dans une nuit obscure, de l'état des enfers fut l'ardente peinture, ce feu qui n'éclaira que pour nous faire voir 100 000 citoyens réduits au désespoir. Ô cieux, vit-on jamais d'objet plus pitoyable? On entendait partout que rumeurs effroyables. La flamme avide et prompte en s'épandant partout pénétra la cité de l'un à l'autre bout. Elle n'épargna point la plus dure matière et ne fit qu'un brasier de Rome tout entière. Que le ciel fut percé de lamentables cris dans ce pressant malheur dont nous fûmes surpris. Que dans tous les quartiers le peuple prit d'alarme et que l'on vit couler de sang mêlé de larmes. L'horreur et le désordre y régnaient à tel point
que parmi le tumulte, on ne s'entendait point. Là, quelqu'un qui fuyait la flamme violente tombait sous les débris d'une maison brûlante. Et là, s'étant lancé hors d'un toit tout flambant, quelque autre malheureux s'écrasait en tombant. Celui-ci, se sauvant à travers la fumée, trouvait sur son passage une porte fermée, et le cœur d'épouvante et d'ennui tout serré, en mordant les verrous, mourait désespéré. Celui-là, pénétrant dans la foule du monde, pour se sauver du feu, s'allait perdre dans l'onde. Un autre, tout troublé, serrait entre ses bras son bien qu'il emportait, mais qu'il ne sauvait pas. Les femmes, les enfants, à demi-morts de crainte, y faisaient retentir de longs accents de plainte, et réclamant en vain l'assistance des cieux, devenaient le butin du soldat vicieux. Ainsi, parmi l'horreur des flammes dévorantes, les Romains périssaient de 100 morts différentes. Ou s'ils ne périssaient par un fatal bonheur, ils perdaient pour le moins ou les biens ou l'honneur. Tandis que le tyran, tout enivré de joie, à ce funeste objet chantait les vers de Troie. Ainsi, pour le plaisir de ce monstre pervers, Rome, qu'on peut nommer le chef de l'univers, pour une urne fumante aujourd'hui se peut prendre, ou pour un grand marais de sang mêlé de cendres. Mais il est temps d'agir, plutôt que de parler. Nous avons des couteaux tout prêts pour l'immoler. Brave et noble Pison, c'est sous ton seul auspice que l'on peut entreprendre un si grand sacrifice. Et c'est par ton signal qu'atteint du coup mortel, le monstre doit bientôt tomber devant l'autel. J'ai 100 hommes de cœur gagnés par ma conduite, qui sont tous résolus de mourir à ta suite. Tu n'as rien qu'à marcher. Ils te suivront de près. Soit parmi les lauriers, ou parmi les cyprès. Généreuse Amazone, esprit tout héroïque, ce discours véhément nous émeute et nous pique. Et dans ce beau transport, votre noble courroux ne nous propose rien que nous n'approuvions tous. Ce n'est que retoucher d'un pinceau tout de flamme des images d'horreur que nous avons dans l'âme. Si ce n'est aujourd'hui, ce sera dès demain que le cruel tyran mourra de notre main, et qu'en le poignardant, notre louable envie vengera 1000 morts sur une seule vie. Nous avons résolu sa perte absolument, nous n'en cherchons que l'heure et le lieu seulement. Rufus veut qu'à ce soir, avec 1000 artifices, je l'attire chez moi, sous couleur de délices, où, tenant ma partie en un lâche concert, je lui donne au souper d'un poignard pour dessert. Ce trait me fait horreur. Je ne suis point capable de voir le sang d'un hôte ainsi tacher ma table. Comment? Je tremperai dans une trahison et l'exécuterai en ma propre maison. Pison pourrait ainsi, par de noires pratiques, souiller sa renommée. Et ses dieux domestiques, non, non. Qui que ce soit qui s'assure en ma foi n'aura jamais ni mal, ni déplaisir chez moi. Quant au plus grand des dieux, il prendrait cette envie, je ferais de mon corps un rempart à sa vie. Et je ne feindrai pas de me précipiter pour arracher alors la foudre à Jupiter. Ton sentiment est juste. Il faut bien qu'on attende ce généreux refus d'une âme noble et grande. Mais cherchons entre nous quelque autre expédient pour contenter bientôt d'un zèle impatient. Nous aurions plus d'honneur, en cette ardeur extrême, de l'aller attaquer dans cette maison même, qu'il n'a fait élever que par 100 trahisons du malheureux débris de 100 autres maisons, et qui pour être un jour par ce monstre habité fut de pleurs et de sang tant de fois cimenté. La gloire y serait grande. Et le péril aussi. Il vaudrait mieux le prendre à 30 pas d'ici quand il pense sortir en pompe magnifique et venger en public une injure publique. N'est-il ni lieu ni temps plus propre à ce dessein que l'abord du théâtre et le jour de demain? On fait des jeux publics qu'on court dans la carrière en l'honneur de Cérès, la bonne nourricière. Ce sont pour le tyran de merveilleux appâts. Il y viendra sans doute, il n'y manquera pas. Il faudra que d'abord, la Tyrannus l'arrête, feignant le supplier de lire une requête, et donne le signal à tous les conjurés, lui tenant de ses bras les 2 genoux serrés. Et l'or, étant mêlé parmi les gens de guerre, de son coup de poignard, nous le mettrons par terre. Pour voir donc en ce jour nos souhaits accomplis, il faut que Sévinus aille voir Natalis. Rufus, Asper et Flamme,
et Scorus est proxime. Lucain verra Plausius, et Tulle son intime. D'autre part, cette belle ira faire venir ceux qui pour ce grand coup nous doivent soutenir. Moi, j'irai voir Sénèque, et par mon entremise, il pourra bien possible être de l'entreprise, lui qui de sa ruine est toujours menacé. Hâtons-nous donc, Seigneur. Le temps est fort pressé. Les conjurés se séparent, demeurent Lucain et Épicharis. Fille égale à Minerve en beauté de visage, en force d'éloquence, en grandeur de courage. Divine Épicharis, vous venez d'avancer l'ouvrage le plus grand qu'on puisse commencer. Mais il faut faire en sorte, ô beauté sans seconde, qu'à ce digne projet l'événement réponde, et qu'il ne soit pas dit aux siècles à venir qu'on entreprit fort bien ce qu'on ne put finir. La gloire est d'achever cette belle entreprise que la vertu suggère et qu'elle favorise, dont les premiers pensées nous viennent de là-haut et qui ne peut manquer que par notre défaut. Il est ici besoin que chacun prenne garde quelle peine on encourt et quel bien l'on hasarde, si par un naturel enclin à trop parler, cet important dessein vient à se révéler. Vous allez réveiller, vous allez faire éprendre un feu que le secret tient caché sous la cendre, et que ceux du palais ne doivent découvrir qu'à l'instant seulement qu'on les fera périr. C'est pourquoi, pratiquant ces hommes de courage qui doivent s'employer un ainsi grand ouvrage, soyez bien circonspects, et d'un soin curieux ne leur en révélez ni le temps ni les lieux, de crainte qu'un ressort manquant à la machine fit démentir le reste et causer sa ruine. J'approuve cet avis. Mais Lucain, penses-tu que la bonté du sens défaille à ma vertu? Ma langue n'eut jamais ce flux involontaire qui fait souvent parler alors qu'il faut se taire. Il faut bien discerner en ces occasions les Romains généreux d'avec les espions. Ils s'en trouvent souvent, discourant des affaires avec les gens de bien qui sont des mercenaires, des lâches, qu'a pris fait Sabine fait agir et qu'un arci honteux n'a jamais fait rougir. Je reconnais fort bien ces fourbes à leur mine. Et c'est pourquoi je fuis l'assassin d'Agrippine, qui, pourvu d'un navire après ce bel emploi, comme fort malcontent s'est plaint souvent à moi. De toute lâcheté, les âmes sont capables, qui tiennent à vertu ce qui les rend coupables. Aussi, quoiqu'il témoigne, et même avec fureur, que le nom du tyran lui donne de l'horreur, et qu'il jure, en plaignant la publique misère, qu'il pourrait bien traiter le fils comme la mère, bien qu'à faire le coup, il témoigne s'offrir. J'évite sa rencontre, et ne le puis souffrir. Car je sais qu'à l'emploi d'une si belle tâche, il faut une âme noble, et non pas une lâche. C'est un certain Procule. Ah, je sais quel il est. C'est une âme assez faible, ardente à l'intérêt. En tout, votre sagesse, évidemment, se montre. Mais elle paraît forte à fuir sa rencontre. Si je ne suis trompé, vous me dites un jour que vous ayant tenu quelques propos d'amour, il tenta des desseins qui lui furent funestes. Il a pris sous mes lois des règles plus modestes. Il reçut quelque avis sur sa témérité. On trouve aux gens de mer peu de civilité. Si ceux de son métier ont beaucoup d'insolence, celles de mon humeur n'ont guère de souffrance. Hélas, je le sais bien, je l'ai bien reconnu. Moi dont le feu brûlant est si fort retenu, moi qui profondément vous adore en mon âme, s'il échappe à mon cœur quelques soupirs de flamme, vous dites tout à l'heure, au lieu de m'excuser, que je perds le respect et que c'est trop osé. Aussi, tout l'amour qu'il faut que l'on explique doit avoir pour objet la liberté publique. C'est ce qui les grands cœurs réchauffe les désirs et qui doit obliger à pousser des soupirs. J'aime la République et soupirant pour elle, je veux à votre exemple épouser sa querelle. Mais parmi les transports de ce noble courroux, je ne puis m'empêcher de soupirer pour vous. Si Lucain voit en moi quelque vertu reluire, il se doit bien garder de tendre à la détruire. Je ne consens jamais un si lâche pensée. J'aimerais mieux mourir que tendre à l'offenser. Aussi, j'ai résolu de tenir loin du crime tout ce qui m'a rendu digne de ton estime. Et si tu m'aimes bien, nous allons voir le jour où tu peux te montrer digne de mon amour. Croyez. Voici venir un homme vénérable, et de qui le conseil nous serait favorable. Oh, plutôt immortel qu'il sut notre dessein, avec ce zèle ardent qui bout en notre sein, et que Rome eut sa voix pour maîtriser son maître et pour n'en avoir plus s'il ne le voulait être. Si Lucain prit jamais plaisir à m'obliger, que dans notre entreprise il tâche à l'engager. Nul ne pourrait jamais censurer un ouvrage qui serait avoué d'un si grand personnage. Il s'est fait approuver si généralement que l'univers entier suivrait son sentiment. En cette morne humeur, il n'aperçoit personne. Tenez-vous seulement près de cette colonne.
Vous apprendrez de là si j'épargnerai rien pour le faire embarquer avec les gens de bien. Seigneur, vous avez vu les délices de Rome. Vous avez vu Néron? Oui, j'ai vu ce grand homme qui, joignant nos leçons à tant de dons divers, agissait autrefois au bien de l'univers. Ce prince du Sénat, qui durant 5 années a donné jalousie aux âmes les mieux nées, mais qui, se détournant de ce noble sentier, en de honteux plaisirs s'est plongé tout entier, et de sa cruauté secondant sa mollesse, à l'égal de sa force a montré sa faiblesse. Vous avez pu le voir avec facilité? Oui, mais en le voyant, j'ai fort peu profité. De quoi lui parliez-vous? Seulement de lui rendre ses biens qu'il m'a donnés et qu'il feint de reprendre, quoique Sabine et lui nous fassent assez voir que leur avare esprit brûle de les ravoir. Que dit-il là-dessus? Me le dit qu'il m'honore, qu'il veut à ses bienfaits en ajouter encore, bien que son cœur ingrat démente ses discours et tende à retrancher le filet de mes jours. Il est de ces voleurs dont la brutale envie ne prend guère le bien sans arracher la vie. Et moi de ces passants, qui ne font nul effort lorsqu'en les dépouillant on leur donne la mort. À tous les animaux, la mort est redoutable. Par la philosophie, on la rend plus traitable. Lucain, cette rigueur viendrait bien à propos. Je demande à César tant soit peu de repos, et s'il ordonne enfin que l'on m'ôte la tête, c'est libéralement m'accorder ma requête. Certes, jamais tyran ne fut plus odieux. C'est un monstre maudit. C'est un fléau des dieux. C'est la punition de nos fautes passées. C'est un présent fatal de leurs mains courroucées. Ils pourront retirer selon notre souhait quand leur juste courrouce sera satisfait. Pour punir les tyrans dans le siècle où nous sommes, les dieux le plus souvent se sont servis des hommes. Au souverain des dieux, son aïeul fit horreur alors qu'il usurpa le titre d'empereur. Jupiter, toutefois, pour le réduire en poudre, se servit de nos bras et non pas de sa foudre. Brute et Cassie, encore vivants leurs neveux, un reste de leur sang peut accomplir nos vœux. Qui voudra pour le perdre abandonner sa vie, pourra facilement contenter son envie. Mais qui pourrait tenter un si hardi dessein? 50 hommes de cœur qui m'ont ouvert leur sein, dont je vais tout soudain vous donner connaissance si le sceau du serment m'en donne la licence. Le cher sang de Lucain court risque avec le leur, et déjà ma vertu respecte leur valeur. Mes tendres sentiments sur tout ce qui te touche, imprimés dans mon cœur, sont un sceau sur ma bouche. C'est assez. Et de plus, je te donne ma foi, que jamais nul vivant ne le saura de moi. Pison en est leur chef. Pison est un jeune homme d'aussi grande maison qu'il s'en trouve dans Rome. Son cœur est noble et franc, paraît bien assuré. De plus, Rufus en est. Rufus a conjuré. Quoi, Rufus qui commande soldats de la garde pour le salut public avec vous se hasarde? Oui, ce même Rufus s'en va nous seconder. Sans doute sur ce point il m'a voulu sonder, voyant dans le palais la douceur contrefaite dont l'esprit du tyran s'oppose à ma retraite. Ce brave capitaine est jaloux aujourd'hui qu'un lâche Tigilin soit mieux traité que lui. Il aura pu gagner les soldats qu'il commande, s'étant acquis entre eux une estime assez grande. Sylvanus, qu'on a fait chef de 1000 soldats. Sylvanus est un homme à ne balancer pas. Asper, Lateranus, Flave le capitaine. Ils ont pour tout oser l'âme grande et hautaine. Les autres pourvaillons ne sont pas moins connus. Un Proxime, un Scorus, Natalis, Sévinus. Je craindrais Sévinus en une grande affaire. Il s'empêche de tout. De tout il fait mystère. Si ses propos mal joints ne donnent des soupçons, il en pourra donner par toutes ses façons. Mais l'exécution ne doit pas être lente. Faisant une entreprise et haute et violente, hâtez votre dessein. Je trouve un grand hasard à garder un secret où tant de gens ont part. Il faut se dépêcher de peur de quelque traître. Mais pourrez-vous savoir ce parti sans en être? Soyez de ce grand coup l'oculaire témoin. Ce spectacle, pour moi, doit être vu de loin. Assistez à guérir la commune misère. Pour ma main, ce remède est un peu trop sévère. Je pourrais essayer d'en arrêter le cours s'il ne fallait user que de simples discours. Quand le mal n'est vaincu par un bénin remède, on fait venir la flamme et le fer à son aide. Détruire avec le fer ce qu'on m'a vu nourrir? Oh, j'en ai trop d'horreur.
J'aimerais mieux mourir. Oh, laissez-vous conduire, ou la vertu vous guide. Elle ne conduit point à faire un parricide. Mais de tous nos malheurs, c'est le fatal auteur. Mais c'est mon nourrisson et c'est mon bienfaiteur. Il vous souvient assez de cette trame secrète. Il me souvient aussi des grâces qu'il m'a faites. Voulez-vous respecter le bourreau du Sénat? Veux-tu porter Sénèque à passer pour un gras? Si de cette noirceur mon âme était capable, le bourreau que tu es serait-il plus coupable? Je sais que la patrie est réduite aux abois par l'injuste rigueur de ces sévères lois, qu'avec la liberté, la gloire de l'Empire sous son infâme joug honteusement expire. Mais voyant de l'État la ruine éclater, Sénèque doit le plaindre, et non pas l'assister. Il croirait irriter le ciel et la nature, s'il attentait ainsi contre sa nourriture. Non, non! Ne me dis plus de raison sur ce point. Je m'en lave les mains et je n'y trempe point. Je tairai ce secret à cause qu'il te touche, mais je ne voudrais pas l'ouïr d'une autre bouche. C'est pourquoi de ce pas va t'en trouver Pison, qui voulait à ce soir souper en ma maison et possible y mener quelqu'un de la brigade. Dis-lui qu'il m'en dispense. Et que je suis malade. Aussi bien, j'ai promis d'aller voir cette nuit un vieux Cilicien aux bonnes mœurs instruit, un prophète nouveau, dont la doctrine pure ne tient rien de Platon, ne tient rien d'Épicure, mais s'éloignant du mal, veut introduire au jour une loi de respect, de justice et d'amour. Je te veux faire part de ses avis fidèles. J'ai trop d'aversion pour les sectes nouvelles. Sur ces derniers mots, Sénèque s'éloigne, laissant Lucain. Épicharis, qui s'était dissimulé, revient vers Lucain. Tous deux se regardent. Lucain fait quelques pas. L'aurais-je pris de mauvaise façon? Il ne saurait agir contre son nourrisson. Bien que la tyrannie évidemment l'oppresse, il garde pour ce monstre encore de la tendresse. Quoiqu'à faire autrement, il se peut disposer, sa faiblesse est honnête, il la faut excuser. Lucain, retire-toi. Procule qui s'avance, nous pourrait soupçonner de quelque intelligence. Lucain s'éloigne rapidement. Cependant, que voici... Épicharis, un mot. Je n'ai pas le loisir. Garde que l'on s'avance. Il faut vous en saisir. Épicharis essaie de se sauver, mais chaque fois il y a un garde qui lui Une parle. fille affranchie, insolemment la prendre? Quel droit en avez-vous? On s'en va te la prendre. Et les gardes se sont emparés d'Épicharis. Enfin! Nos légions sur les bords de l'Euphrate ont vaincu Vologèse et soumis Tiridate. Si les filles de Rome osent, en trahison, venir m'assassiner jusque dans ma maison, et si tant de lauriers qui me couvrent la tête ne peuvent détourner cet éclat de tempête. Mais il faut arrêter cette témérité et punir ses auteurs comme ils l'ont mérité. Qu'on la fasse approcher. Cette désespérée par qui depuis longtemps ma mort est conjurée, et qui n'épargnant rien, pour en venir à bout me fait secrètement des ennemis partout. Épicharis arrive vers Néron. Elle se met à genoux. Elle s'endresse. Ah, qu'elle a de fierté, cette délicieuse. Que son front est hardi, qu'elle est audacieuse. Tigilin. Cependant, qu'avec subtilité je pourrais m'éclaircir sur cette vérité, surprenant cet esprit par quelque douce amorce, fait qu'autour du palais ma garde se renforce, que sur chaque avenue on place des soldats qui soient si bien logés qu'on ne les force pas, et que nos Allemands se tiennent sous les armes, prêts à nous secourir aux premières alarmes. Approche, malheureuse, et me dis le sujet qui t'a fait concevoir cet horrible projet. Apprends-moi qui t'anime et qui te désespère. Ai-je ravi tes biens ou fait périr ton père? Entrepris sur ta vie ou bien sur ton honneur, et de quelque façon traversé ton bonheur? Qui te rend de la sorte à ma perte engagée? En aucune façon tu ne m'as outragé. Et tu reconnaîtras, étant mieux éclairci, que je n'ai nul dessein de t'outrager aussi. Ah, qu'elle est assurée en tenant ce langage! C'est que mon innocence assure mon visage. Il ne faut pas penser en cet injuste affront que la crainte du cœur fasse pâlir le front.
Ton visage me plaît, et ta grâce me touche. Je ne hais pas tes yeux, fais que j'aime ta bouche. Mais dépêche-toi donc, si tu retardes plus, mon indignation va suivre ton refus. S'il faut pour t'obliger que je me calomnie, je fuirai ta faveur, fuyant l'ignominie. Car si contre ta fille on fait des attentats, j'en blâme les auteurs et ne les connais pas. Mais ne connais-tu pas un certain capitaine que j'ai fait chef de squadre aux côtés de Mycène? J'ai vécu dans Mycène et vogué sur ses eaux où j'ai vu la plupart des chefs de tes vaisseaux. Connais-tu celui-ci? Je le puis bien connaître. C'est un des plus grands folles que le ciel ait fait naître. Sais-tu bien qu'il commande à 2000 soldats? Je sais mieux qu'à l'amour il ne résiste pas et que cette faiblesse en amoindrit l'estime. Que fait à ce propos l'amour? Il fait mon crime. Et parle plus clairement, dis de quelle façon? L'amour fait son dépit et cause ton soupçon. Cet homme furieux, piqué de mon visage, pour gagner mon esprit, a mis tout en usage. Et voyant que ses soins ne pouvaient m'émouvoir, a changé dans son cœur l'amour en désespoir. Voici ce qu'a produit cette amoureuse rage. Mais pardonne à Procule et perd tout cet ombrage. Le fait est démenti, Procule est récusé. Mais il est découvert. Ce tison embrasé qui va de toi en toi pour y jeter les flammes, que la rébellion allume dans les âmes. Tu tiens entre tes mains le ressort principal d'un dessein qui sans moi t'allait être fatal. Ses projets sont méchants, sa cabale est puissante. César, je la dénonce. Et je te la présente. De quoi m'accuses-tu? D'avoir voulu sonder une foi que je garde et que je veux garder. Une fidélité qui ferme les oreilles. Et mieux, le cœur encore, à des noirceurs pareilles. Ne me regarde point si tu veux réussir. Mes yeux ont un éclat qui pourrait t'adoucir. Leurs regards, quelquefois, ont calmé ta furie. Le fait dont il s'agit passe la raillerie. Il ne se traite point ici de tes appâts. De quoi s'agit-il donc? Mais ne te trouble pas. Voudrais-tu dénier qu'un soir sur une rive, tu vins m'exagérer d'une façon plaintive la peine imaginaire où se trouvait l'État, les misères du peuple et celles du Sénat, qui, pressé de rigueurs et tout transi de crainte, n'adressait à César que vœux au lieu de plaintes, bien qu'en son cœur timide il aurait désiré de le voir dans le Tibre en morceaux déchirés? Ne dis-tu pas encore que les plus grandes âmes, qui le voyaient plonger en des vices infâmes, attendaient seulement un chef pour atterrer celui qui se plaisait à se déshonorer? N'était-ce pas un soir où, parlant de service, de larmes, de soupirs, de maux et de supplices, et voulant avancer ta bouche sur mon sein, tu reçus à plein bras un soufflet de ma main? Ce fut auparavant. Oh, surprise plaisante! Un aveu si naïf ici de tout m'exemple. Il s'est trahi lui-même, ô César, qu'en dis-tu? M'en fait-il pour mon crime ou bien pour ma vertu? Procule a donc appris cette trame infidèle. Sans se saisir soudain de cette criminelle, il a continué même depuis ce jour à lui rendre des soins et lui parler d'amour. Ah, je me souviendrai de cette procédure qui paraît fort ingrate et que je trouve dure. J'en aurai la raison! César, écoute-moi. Tu discerneras mieux et mon zèle et ma foi. Je suis rude et grossier. Elle adroite et subtile. Mais juge de mon cœur et non pas de mon style. Permets-moi de parler. Et sans émotion. Vois quel crime se trouve en mon attention. Parle. Nous étions seuls lorsque cette rusée me dit qu'elle ourdissait cette horrible fusée, et j'appréhendais lors, la saisissant ainsi, qu'elle daigna tout, comme elle fait ici. C'est pourquoi, dans ce temps, lui cachant ma pensée, bien que de son discours mon âme fût blessée, je lui fis bonne mine et d'un air gracieux feignis n'être blessé que des traits de ses yeux, tâchant de l'embarquer avec ses artifices, à s'ouvrir davantage et nommer ses complices. Nomme donc les auteurs de ce mauvais dessein. Dis à qui j'ai soufflé ces horreurs dans le sein. Tu m'as scellé leur nom. Oh, témoin ridicule. Pour me justifier, il suffit de Procule, cet esprit égaré, ce faible délateur, qu'un dépit a changé d'amant en imposteur, que l'on voit de lumière en tout ce qu'il dépose. Si tu parles toujours, tu gagneras ta cause. Ta colère t'engage en un grand embarras. Silence! Qu'il achève. Et puis tu répondras. César, je feignis donc d'en faire ma maîtresse pour tirer ce secret avec plus d'adresse. La tirer en ces lieux où, sans qu'elle en sût rien, j'eusse quelques témoins de tout cet entretien.
Mais cette âme coupable, adroite et soupçonneuse, qui vit sur ce sujet ma recherche soigneuse, se détourna toujours de ce piège dressé sans finir le propos qu'elle avait commencé. Ensuite, épouvantée, ou cherchant un autre homme, elle quitta Mycène et se jeta dans Rome, où d'un soin merveilleux mon abord elle fuit, se tient toujours cachée une vaque de nuit. De mes mains par 2 fois la droite s'est sauvée, et le miracle est grand de quoi je l'ai trouvée. Je te puis assurer par le discours passé que ce mauvais ouvrage est beaucoup avancé, que la partie est forte, et qu'elle est toute prête de faire un grand éclat qui regarde ta tête. César! Assure-toi que je n'ai point pensé à faire les projets que dit cet insensé. N'ayant pu satisfaire à sa brutale envie et me ravir l'honneur, il veut m'ôter la vie. Est possible qu'encore ce malade indiscret, s'il m'avait fait mourir, en périrait de regret? Mais... crois-moi, tiens pour certain ce que j'en conjecture. Un vif ressentiment parlant ta créature. Trouves-tu recevable à démentir ma foi, celle qui n'eut jamais aucun bienfait de toi, une jeune effrontée, une fille inconnue, qui pour ta seule perte en ces lieux est venue? Tu n'as point à douter de ma fidélité. La preuve me défaut, mais non la vérité. Et ton salut, César, n'est pas une matière à ne point s'arrêter sans l'évidence entière. On la pourra forcer par l'objet des tourments à quitter cette audace et ces déguisements. Ainsi que je l'ai dit, la chose est arrivée. Elle peut être vraie et n'être point prouvée. Oui, oui. Quoi qu'il en soit, Procule en sera cru. Le mal peut être grand, il y sera prêt. Oh, César! C'est assez. Soldat, qu'on la ramène. Et que sans perdre de temps, on l'applique à la gêne. Si pour ton passe-temps je la dois endurer, j'en souffrirai l'effort, même sans murmurer. Les soldats entraînent Épicharis. Oh, César. Voici Sabine. Oh César, je pâme, je frissonne. Fais que soigneusement on garde ta personne. Une froide sueur me court par tout le corps. Où sont les ennemis? Ou dedans, ou dehors? On a fait contre nous une grande partie dont tout soudainement les dieux m'ont averti. Nos plus grands ennemis feront peu de progrès si les dieux de la sorte éventent leurs secrets. Mais dis-moi, qu'as-tu su? Ne me tiens plus en peine. J'étais dans le jardin proche de la fontaine, et l'agréable cours de ces flots innocents avait par leur murmure assoupi tous mes sens. Lorsqu'un songe divin m'a soudain réveillé. Quoi, d'un songe fâcheux, Sabine est travaillée? Tu sauras que ce songe est une vérité. Comme je reposais avec tranquillité, je voyais les yeux clos tous les objets aimables qui s'offrent à la vue en ces lieux agréables. Quand l'image d'Auguste en avançant la main m'a crié « L'on en veut à l'empereur romain ! Voici les conjurés, prends garde à lui, Sabine, et sauve de leurs mains mon fils qu'on assassine !» Alors j'ai tourné les yeux toute pâle d'effroi, et j'ai vu le dieu Mars animé contre toi, qui, le fer dégainer sans ma prompte arrivée, pour te fendre en 2 parts, tenait la main levée. Mais Bacchus et Cérès, émus de mes clameurs, l'un couronné d'épis, l'autre de raisins mûrs, s'étant soudain jeté sur le dieu de la guerre, on fait enfin tomber son coutelas à terre. Ainsi, pleine d'un trouble à nul autre pareil, j'ai dégagé mes sens des liens du sommeil. Ces songes, c'est certain, sont de vaines menaces, Sabine. Cependant, il faudra rendre grâce à celle dont les dons jaunissent les guérets, ainsi qu'au bon Bacchus, déceleur de secrets. Écoute donc le reste. Ainsi, tout interdite, j'ai vu par le jardin courir Épaphrodite, qui venait m'avertir de secrets importants dont il faut s'éclaircir, et sans perdre de temps. Milécus est ici, qui te fera paraître qu'un grand dessein s'agite en Sévinus, son maître, sur lequel à toute heure il le voit ruminer. N'a-t-il de grands desseins que pour m'assassiner? Il n'est pas accusé sans grande conjecture. Comment ce Sévinus, que mes bontés conjurent contre ces créanciers implorant mon support, penserait-il payer ses dettes par ma mort? Voici son affranchi qui te pourra tout dire. Appelle Sévinus, et que l'on se retire. Toi, garde d'avancer ce qui ne serait pas, ce serait justement avancer ton trépas. Je ne mentirai point. Et toute mon envie est d'aider l'empereur à conserver sa vie. Ce dessein malheureux est-il fort apparent? J'espère t'en donner un indice bien grand. Mais accuser ton maître, et sur un simple indice? Oui, César, pour te rendre un important service, pour causer ton salut et celui de l'État.
C'est peut-être un fantôme au lieu d'un attentat. Non, non, ce ne sont point des choses chimériques. Passe donc là-dedans, afin que tu t'expliques. Ce zèle, il témoigne avec tant d'ardeur. Est-ce pour mon salut ou bien pour sa grandeur? César, je crois que c'est pour tous les deux ensemble. Mais le songe passé fait encore que je tremble. Sabine, cependant, voici le sénateur. Pour me donner du temps, entretiens ce flatteur. Néron s'éloigne. Le sénateur va vers Sabine. Que faire, ces Vénus, aux usuriers avares? Faut-il pas les traiter ainsi que des barbares? L'usurier m'est appris les heures et les jours comme si du soleil il dispensait le cours. Si de si sales mains avaient formé les astres, nous nous serions sujets à beaucoup de désastres. César veut de leur joue tirer les sénateurs. Il doit, de ce fléau, garder ses serviteurs. Pour ton intérêt seul, il en aura mémoire. Il s'en peut souvenir seulement pour sa gloire, qui souffrant ses abus viendrait à se ternir. Il sort du cabinet. Tu peux l'entretenir. Néron revient. Le sénateur le salue. J'apprends que Sévinus, se plaignant d'indigence, traite tous ses amis avec magnificence. Si par mes créanciers il m'était encore permis, j'aurais souvent le bien de traiter mes amis. C'est à mon sentiment un secret admirable pour charmer quelquefois l'ennui d'un misérable. Je suis de ton avis. Mais par quel mouvement, donnant ces grands repas, fais-tu ton testament? C'est parmi la douceur mêlée de l'amertume. Il n'est point à propos, ce n'est point la coutume. En tout temps, ô César, on ne peut faire mieux que de se préparer aux volontés des dieux, puisque le frêle fil dont dépend notre vie finit quand il leur plaît, non selon notre envie. Et l'on ne doit jamais attendre au lendemain pour faire les apprêts d'un départ incertain. Ici, la prévoyance est assez raisonnable, elle est digne d'estime, et n'est point condamnable. Mais user à tes gens de libéralité, à beaucoup de desserts donner la liberté, enfin, mettre un grand ordre à toutes tes affaires, sont-ce pour des festins des choses nécessaires? Sont-ce les actions d'un homme incommodé qui, par ses créanciers, dit qu'il est obsédé? Tendant du secours de la bonté céleste, j'épare entre les miens tout le bien qui me reste, de peur qu'un créancier ne prit pas ce souci si devant mon trépas je n'en usais ainsi. Je ne puis m'empêcher d'affranchir mes esclaves. Lors qu'en me bien servant ils usent leurs entraves, c'est un prix que je donne à leurs travaux soufferts, et j'aime mieux les voir chargés d'or que de fer. En leur ôtant leur fer, tu veux qu'on t'enfourbisse quelque autre qu'on destine à quelque étrange fils? Confesse-moi la chose et ne déguise rien. Quel autre? Ce poignard, le reconnais-tu bien? Ce poignard? Oui, César, je le dois bien connaître. C'est un meuble ancien qui vient de mon ancêtre. Quelqu'un l'avait tiré hors de mon cabinet pour en ôter la rouille et le rendre plus net. S'il ne devait servir qu'à quelques grands ouvrages, pourquoi prépares-tu du baume et des bandages? Moi, du baume? Oui, toi! Pourquoi prends-tu ce soin? Je n'en prépare point, je n'en ai pas besoin. C'est un préparatif qui me peut nécessaire. Mais Milicus le dit. Moi, je dis le contraire. Lequel va de nous deux passer pour imposteur? Va-t-on croire un esclave ou bien un sénateur? Celui qui porte encore les marques de sa chaîne ou celui qui travaille à la grandeur romaine? Mes bontés ont voulu qu'il vécût librement, et voici les effets de son ressentiment. Je viens de l'affranchir. Et tu vois que ce traître a soudain machiné la perte de son maître. Saurais-je appréhender qu'un prince tel que toi, ou croit en sa parole, ou doute de ma foi? César, si je tombais en ce malheur extrême, il me prendrait soudain une horreur de moi-même, et la vive douleur de ce ressentiment me ferait à tes pieds mourir subitement. Que répond Milicus? Que me peut-il répondre?
4 mots seulement dont je vais te confondre. Imposteur! Oses-tu sur moi lever les yeux? Tu lèves bien le bras sur les enfants des dieux. Traître! Jusqu'à ta mort, le fouet et la torture me feront la raison de ta noire imposture. Possible que bientôt l'aveu de ton forfait, de ta haute menace empêchera les faits. César, ce sénateur saura bien se défendre s'il peut paraître un trait dont je le vais surprendre. Nous le verrons au bout de sa subtilité. Il ne te pourra plus cacher la vérité. Fais qu'avec Sévinus, quelqu'un des biens demeure. Attends dans ce jardin. Je reviens dans 1 heure. Néron s'est éloigné et le noir s'est fait. Depuis la cour de l'hôtel Lamoignon et devant la façade de cet hôtel, vous venez d'entendre la première partie de La mort de Sénèque de Tristan l'Hermite. Je vous rappelle ce qui s'est passé au cours de cette première partie. Le monstre Néron a commencé à se montrer. L'incendie de Rome est chose accomplie. Et Néron dresse contre lui même des êtres de son entourage qui ont ourdi un complot. En font partie le capitaine Rufus, qui est le propre capitaine des gardes de César, Pison, le sénateur Sévinus et Lucas, le neveu de Sénèque. Et c'est Épicharis, une ancienne courtisane, une affranchie, qui est l'âme et en quelque sorte l'amazone de ce complot. Cependant, on essaie d'intéresser au complot lui-même Sénèque qui a été le précepteur de Néron, qui est effrayé de voir tous les signes du monstre qui apparaissent chez Néron, mais qui n'ose pas aller jusqu'au bout et qui ne dénoncera pas le complot, mais qui ne veut pas en faire partie. Cependant, grâce d'une part à un capitaine de marine, Procule, grâce d'autre part à Milicus, un affranchi du sénateur Sévinus qui fait partie du complot, Néron est tenu au courant. On a emmené Épicharis pour la torturer et d'autre part, Milicus, l'affranchi du sénateur, confond son maître. Voilà ce qui s'est passé au cours de cette première partie. Voici la seconde partie de La mort de Sénèque de Tristan l'Hermite, toujours dans la cour de l'hôtel Lamoignon. La lumière est revenue sur la façade. Bientôt on va voir apparaître Lucain, le neveu de Sénèque, que voici, suivi de Pison. Ô cieux, qu'ai-je entendu? Ce n'est rien, ce n'est rien. Lucain, tout est perdu. Rome est abandonnée. Et son lâche génie contre les gens de bien maintient la tyrannie. Le sort nous est contraire et le ciel en courroux pour conserver Néron prend parti contre nous. Le tyran désormais prendra toute licence d'accabler la vertu, d'opprimer l'innocence. Qui voudra s'opposer à sa brutalité après cette faveur de la fatalité? Ô malheureux destin, que le ciel et la terre, les hommes et les dieux nous déclarent la guerre à la veille du jour, que nous armons nos mains pour venger l'univers, les dieux et les humains. Ô malheureux Pison. Finissez cette plainte, et ne vous troublez pas d'une si grande crainte. La noble Épicharis, durant cette rigueur, ne manquera jamais ni d'esprit ni de cœur. Sa constante vertu en cette violence observera toujours un fidèle silence. Sans qu'elle ouvre la bouche, on la verra périr. La force des tourments pourra lui faire ouvrir. Vous la connaissez mal de tenir ce langage. Elle est toute romaine en grandeur et courage. Son âme est généreuse et ferme au dernier point, et les feux ni les fers ne l'ébranleront point. On la verra sourire au milieu des supplices, quand on la pressera de nommer ses complices. À l'objet de la mort, au plus fort des tourments, elle conservera ses nobles sentiments. Les lieux où souffrira cette fille constante serviront de théâtre à sa gloire éclatante. Les gênes qui rendront son beau corps abattu ne feront seulement qu'exercer sa vertu. Et parmi tant de mots, sa parole étouffée fera de sa constance un éternel trophée. Plaignons Épicharis, mais ne la craignons pas. Elle s'en va souffrir un glorieux trépas. Elle s'en va gagner une palme immortelle.
Cette digne beauté va faire parler d'elle et rendre de son nom tout son sexe jaloux. Mais n'appréhendons point qu'elle parle de nous. Ne vois-tu pas Rufus, qui porte en son visage de nos prochains malheurs un assuré présage? Une peur bien fondée accable ma vertu. Et Picaris est prise. Ah, Rufus, qu'en dis-tu? Est-il un scélérat qui s'égale à Procule? Oh, frayeur mal conçue! Oh, crainte ridicule! Le bruit m'a déjà mis le poignard dans le sein. C'est pour faire avorter notre noble dessein. Nous serons découverts. Bien que Lucain soutienne qu'il n'est point de vertu comparable à la sienne. Ce n'est pas l'accident qui nous doit étonner. Par un ordre cruel, on vient de la gêner, cette illustre beauté dont l'âme est si fidèle. Et par 1000 tourments, on n'a rien tiré d'elle. Son merveilleux esprit, de son cœur soutenu, a dénié le fait, mais d'un air ingénu, d'une grâce et d'un front qui peuvent tout confondre. Et déjà, son témoin ne sait plus que répondre. Elle a tout renversé sur son accusateur, et Procule à Néron paraît un imposteur. Suivant la vérité, le tyran prend le champ. Mais il vient d'arriver un malheur bien étrange. Sur un avis semblable, on a pris Sélinus. Ce second coup m'accable, et j'en reste confus. Son affranchi l'accuse avec tant d'assurance que César, en ce fait, trouve de l'apparence. Toutefois, jusqu'ici, il n'a rien déclaré. Ô cieux, tout est perdu, tout est désespéré. Durant que nous parlons, peut-être avec main forte, les soldats du tyran frappent à notre porte. On maltraite déjà nos amis affligés, et déjà nos enfants sont possibles égorgés. Des valets impudents, des esclaves infâmes traînent par les cheveux nos fils et nos femmes. Je pâme de douleur. Ah, que ne suis-je mort avant que de tomber dans un si triste sort. Je suis tout étonné d'un avis si funeste. Rassure son esprit, je vais penser au reste. Attends! Je ne puis plus demeurer près de lui. Oh, que ceux qui sont morts sont heureux aujourd'hui. Écoute! Ah, Rufus! La chose est découverte. Une cruelle étoile ardente à notre perte a sans doute vaincu par ses malignités les présages heureux dont nous étions flattés. Les cieux nous ont trahis pour protéger le crime, et tous les gens de bien vont être sa victime. Quoi? Le chef glorieux de tant de gens de cœur, qui s'est fait estimer incapable de peur, et qui doit rétablir la liberté de Rome, s'ébranle-t-il si fort pour la perte d'un homme? Quand même, ce malheur nous devrait accabler. Il faut avec honneur l'attendre sans trembler. Possible, les effets tromperont l'apparence. Oh, discours ridicule! Oh, la vaine espérance! Crois-tu que Sévinus, au dépourvu surpris, tienne la bouche close ainsi qu'Épicaris? Cet homme délicat, se voyant à la gêne, abrégera nos jours pour raccourcir sa peine. La torture ébranlant toute sa fermeté fera faire naufrage à sa fidélité. S'il vient à nous nommer, par quelle diligence pourrons-nous éviter une horrible vengeance? C'est une conjecture où je vois peu d'espoir. Mais c'est en ces endroits qu'un grand cœur se fait voir. Le péril apparent du fer et de la flamme doit servir de matière à la grandeur d'une âme. C'est là que la vertu se fait le mieux juger. Jamais des grands dangers on ne sort sans danger. Parfois, d'un désespoir accompagné de gloire, les vaincus aux vainqueurs ont ôté la victoire. Si tu veux parvenir au bien que tu prétends, recueille ton courage et ne perds point de temps. Cours où sont les vaisseaux. Monte sur la tribune pour exciter le peuple à suivre ta fortune. Fais un coup de partie et marche promptement pour passer jusqu'au trône ou jusqu'au monument. Si peu que la fortune assiste ton courage, tu jettes l'ancre au port et Néron fait naufrage. Que pourra ce tyran t'opposer aujourd'hui qu'un lâche Tigilin, scélérat comme lui, qui n'est accompagné que d'impudiques femmes, de garçons débauchés et de nuques infâmes? Si de sa vaine peur ton esprit est remis, tu n'as point à forcer de puissants ennemis. Tu comptes donc pour rien cette garde allemande qui tire de César une solde si grande, et répandant partout son redoutable corps tient la ville assiégée, et dedans et dehors. Pourrais-je la gagner avec une harangue, quand cette nation n'entend point notre langue, voit indifféremment notre calamité, et n'a nul intérêt à notre liberté? Sollicite le peuple. Il entendra ta plainte et pourra s'assembler pour dissiper ta crainte. Tu sais bien que le peuple aime le changement et que le bien public l'émeut facilement. Ô peuple, présentez des vœux et des requêtes.
Tu veux que je me fie à ce monstre à 100 têtes, d'opinions diverses et sans docilité, qui n'embrasse l'honneur qu'avec l'utilité, quoi? Tu veux que Pison, dans le péril, se voue à ses courages bas, à ses armes debout, qui de leur joug honteux ne sauraient s'ennuyer, et qui m'accableraient au lieu de m'appuyer? Auquel des deux partis vois-tu plus d'apparence? Et lequel est le plus digne de confiance? Te semble plus traitable et paraît plus humain, du tyran parricide ou du peuple romain? Lequel aimes-tu mieux? De l'estime ou du blâme? D'une fin glorieuse ou d'une mort infâme? Et de tomber bientôt sanglant sur le carreau, de la main du soldat ou du coup du bourreau? Reconnais là-dessus ce que le ciel t'inspire, choisis des deux partis, mais ne prends pas le pire. Et ne perds point de temps à contempler les cieux, il faut lever le bras, et non hausser les yeux. Le respect de ma femme errant en ma mémoire me défend de mourir avec tant de gloire. Penses-tu que ta femme ait du contentement si pour son vain respect tu meurs honteusement? Mais d'un autre côté, veux-tu que mon audace fasse périr ma femme avec toute ma race? Si je ne tente point ce téméraire effort, Néron sera possible apaisé par ma mort. Il ne poussera point sa fureur enragée à voir persécuter une veuve affligée. Je n'ose rien tenter de peur d'aigrir son sort. Je voudrais que ma femme eût le choix de sa mort. Bien, prends ce parti. Mais montre-toi d'une âme fidèle à tes amis aussi bien qu'à ta femme. Si tu viens à périr, meurs sans nous faire tort. Voici venir des gens, c'est le tyran qui sort. Retire-toi d'ici, de crainte que sa vue n'augmente cet effroi dont ton âme est émue. On ne peut observer l'ennemi que l'on craint sans témoigner du trouble et sans changer de teint. Pison s'éloigne, Rufus demeure. Voici César. Un siège promptement. Que Sélinus approche. Je sais que ta vertu se trouve sans reproche et que sans faire place à ma sévérité, tu vas ingénument dire la vérité. Mais pour ne me laisser aucun mauvais indice, de peur que ta mémoire en ce lieu te trahisse, et que tu fasses voir de la mauvaise foi aux dépositions que voici contre toi, consulte-la de grâce avant que me répondre. Dis la chose en son ordre et ne va rien confondre. Quels furent tes propos parlant à Nathalie, hier au champ de Mars? À ces mots, tu pâlis? C'est de douleur que j'ai de voir mon innocence par de mauvais rapports suspects à ta puissance. Mais de quoi parliez-vous si longtemps en secret? D'un désordre qu'à Rome, on voit avec regret. D'un droit licencieux que la loi doit restreindre et dont les gens d'honneur ont sujet de se plaindre. De ce que la franchise veut contre la raison, avec le chevalier faire comparaison et sans se souvenir comment on l'a vu naître, à l'audace, parfois, de coudoyer son maître. Ensuite, il fut parlé du long retardement du blé qui vient d'Égypte. Au long déguisement, sont-ce tous les propos que vous eûtes ensemble? C'est tout ce qu'il fut dit. Au moins, il me le semble. Et de la Tyrannus, n'en fut-il point parlé? Ô Natalis perfide, as-tu tout révélé? Fut-il jamais parlé de lâcheté plus haute? Oh, que de gens de bien vont périr par ta faute. Et toi, pour te placer au rang des gens de bien, tu pouvais conspirer sans me demander rien. Ah, je me souviendrai de tes sollicitudes. César, je suis confus de ces ingratitudes. Déjà le vif remords de ce lâche dessein, avant l'événement, m'avait percé le sein. Ma première fureur qui s'était ralentie me laissait en état de rompre la partie. Puisqu'à la rompre ainsi tes sens se disposaient, tu peux bien me nommer ceux qui la composaient. C'est là, pour ton pardon, tout ce que je désire. Qui sont-ils? Natalis te le pourrait mieux dire. Pour les savoir de toi, faut-il te menacer? Non! J'aime mieux mourir que de les dénoncer. Rufus, fais-moi raison de ce mort de silence. Rufus s'approche. Avant qu'on t'entraîne avec violence. Nomme les conjurés. Ne presse pas ma foi, si tu me fais parler, je parlerai de toi. Nomme-les, nomme-les. Oh, l'impudence extrême! Que de te résulter à les nommer toi-même? Moi, pourquoi? Je suis homme de bien. Oui, toi, dénonce-les. Tu les connais fort bien. Personne mieux que toi n'en dirait des nouvelles.
On a donc corrompu mes gens les plus fidèles. Imposteur, garde-toi d'offenser la vertu. Rufus, il n'est plus temps. Pourquoi me pressais-tu? Tigilin. Tigilin, as-tu vu l'artifice? Qu'on se jette sur lui, garde qu'on le saisisse. César, écoute-moi. Je ne t'écoute plus. Tu feras désormais des signes superflus. Il faut que les bourreaux te traitent comme un traître qui déloyalement attente sur son maître. D'où vient un si grand bruit? Le brave colonel qui faisait l'empressé se trouve criminel. Nous l'avons découvert pour être des complices. Oh, que sa trahison mérite de supplice. En cette occasion, ce perfide flatteur voulait faire parler ce sage sénateur. Et pour que se couvrir mieux, lui faisait des demandes avec une insolence et des rigueurs trop grandes. Alors qu'importuné des propos de Rufus, Sévinus l'a fait taire et l'a rendu confus. Il mériterait bien que pour ses bons offices tu lui fisses pardon, s'il nommait ses complices. Il marchande à parler. Oh, qu'il me fait pitié. Comment n'obtiendras-tu ta grâce qu'à moitié? Ah, vomis ce secret qui cause leur ruine. C'est un poison mortel enclos dans ta poitrine. N'irrite point César qui te veut pardonner. Si ton silence dure, on te fera gêner. Mais ne perds point de temps, c'est un fait qui te touche. Sévinus, ton salut est encore dans ta bouche. Puisque par les soldats je serai visité, il faut bien que je cède à la nécessité. Crois-moi, déclare tout afin qu'on te pardonne. Parle avant qu'on te prenne et que je t'abandonne. Hélas, belle princesse, employez-vous pour moi, je ne saurais parler, j'en ai donné ma foi. Tout ce que je puis faire en cet état si triste, c'est de vous présenter seulement cette liste. César! Lis ce papier et vois si j'ai raison quand je tiens pour suspect que Sénèque et Pison, pour s'emparer du trône et pour t'ôter du monde, Pison est chef de part, et Lucain le second. Voici de mes soupçons un manifeste aveu. Tu peux connaître ici l'oncle par le neveu. Ce vieillard si rusé t'abusait par sa mine, mais ses déguisements n'ont pu tromper Sabine. Qu'en dis-tu maintenant? Toi, tant de chevaliers, des consuls, des tribuns, des chefs, des centeniers, les plus grands des Romains se sont ligués ensemble contre leur empereur! Ah, Sabine, je tremble. Le cœur me bat au sein. Il le faut rassurer et les mettre en état de ne plus conjurer. Avant que de ce bruit quelqu'un les avertisse, donne ordre qu'on les cherche et que l'on s'en saisisse. Nous ne pourrons trouver des bourreaux suffisants pour imposer des fers à tant de partisans. Nous ne manquerons point de gens pour leur supplice. 12 000 soldats vont faire l'office. Cours vers Ateramus, qui devait largement commencer l'attentat par un embrassement, qui d'une humble façon, déguisant son audace, devait leur me forcer de tomber sur la place. Et Sénèque en ce lieu, se doit-il oublier? Lui qui, sans se défendre et sans s'humilier, a dit à Natalis, touchant cette menée, que le sort de Pison était sa destinée. N'en dit-il pas assez pour t'apprendre aujourd'hui qu'il est de la partie et conspire avec lui? Sa trame en mots couverts est assez découverte. Qui vit avec Pison doit périr par sa perte. Sénèque attendrait-il quelque meilleur succès? Faut-il plus que cela pour faire son procès? Mais a-t-il dit ces mots? Il faut qu'on lui demande. Il est bien impudent s'il faut qu'il s'en défende. Sans doute Natalis ne l'a point inventé. Il en faut sur le champ savoir la vérité. Et Néron s'éloigne. Nous quittons le palais de César pour retrouver Sénèque. La lumière revient peu à peu vers la partie où est assis Sénèque, qui pour l'instant rêve. Mon âme, apprête-toi pour sortir tout entière de cette fragile matière dont le confus mélange est un voile à tes yeux. Tu dois te réjouir du coup qui te menace. Pensant te faire injure, on te va faire grâce. Si l'on te bannit de ces lieux en t'envoyant là-haut, c'est chez toi qu'on te chasse. Ton origine vient des cieux. Nous avons assez vu le cours de la nature, sa riche et superbe structure,
ses divers ornements et ses charmants attraits. Elle a peu de beauté qui ne nous soit connue. Il faut quitter la terre et monter sur les nues pour connaître d'autres secrets. Il faut chercher du ciel les belles avenues et voir le soleil de plus près. On ne trouve ici-bas que des lois tyranniques, d'où naissent des effets tragiques, et les monstres y sont au-dessus des héros. La vertu sous le joug y demeure asservie. L'orgueil, l'ambition, l'avarice, l'envie nous y troublent à tout propos. Mais là-haut, en l'état d'une meilleure vie, on goûte un éternel repos. Principe de tout être où mon espoir se fonde, esprit qui remplit tout le monde, et de tant de bonté favorise les tiens. Tu vois les cruautés de qui je suis la proie, et j'attends de toi seul mon repos et ma joie. Fais que je goûte de tes biens, et me tire bientôt, afin que je te voie du joug de ces pesants liens. Mais ma chère moitié se répand tout en larmes, tant mon prochain bonheur lui vient donner d'alarme. Faut-il pleurer, Pauline? Et faut-il s'étonner au moment bienheureux qui nous doit couronner? Le pilote, lassé d'un pénible voyage, aveuglé de la foudre et mouillé de l'orage, a-t-il en quelque sorte à se plaindre du sort si par un coup de vague il est mis dans le port? Pourquoi nous plaindre ainsi d'un sort digne d'envie? La mort est simplement le repos de la vie. Et celui qui désire en allonger le cours aime à gémir sans cesse et soupirer toujours. Quand une mort certaine est prête de le prendre, le sage, à mon avis, doit constamment l'attendre, puisque c'est un défaut que de s'inquiéter à l'approche d'un mal qu'on ne peut éviter. Il faut absolument qu'une âme bien placée s'apprête de partir quand elle en est pressée. Mais aller de si loin rechercher le trépas, et l'appeler soi-même alors qu'il ne vient pas, c'est trouver des appâts en une chose horrible et faire vanité d'un désespoir visible. La nature, inspirant un désir de repos, ne nous enseigne rien qui ne soit à propos. À tous les animaux, elle a donné l'envie d'éviter les périls pour conserver leur vie. La vie est donc un bien dont nous devons user sans l'exposer si fort et sans le mépriser. Il faut laisser agir les cieux et la nature. Et vous savez, Seigneur, qu'en cette conjoncture s'est avancé l'effet du fer ou du poison, que témoigner ainsi d'être ami de Pison. En ces occasions, faut-il qu'on abandonne son honneur et sa foi pour sauver sa personne? Qui lâchement s'abaisse et manque d'amitié, en pensant se sauver, perd plus de la moitié. Pour allonger ses jours, il abrège sa gloire, et pour garder son sang, prodigue sa mémoire. Tant de doctes conseils et de raisonnements qui pourraient affermir les plus molles sentiments, en cette occasion ne nous serviraient guère si nous avions encore des faiblesses vulgaires, si nous étions sujets à nous épouvanter, et si nous redoutions ce qu'on peut souhaiter. Je me vois sur le point que l'état de ma vie ne sera plus en but au noir trait de l'envie, qui me blâme en secret et me nomme tout bas complice d'un désordre où je ne trempe pas. Les méchants m'accusaient avec trop d'injustice de maintenir Néron dans l'ordure du vice. De ce cruel affront, je vais me ressentir, et l'arrêt de ma mort s'en va les démentir. Il sera malaisé désormais qu'on m'impute d'être le confident de qui me persécute. L'univers apprendra qu'on me blâmait à faux et que je n'eus jamais de part à ses défauts. N'a-t-il pas à Burrus donné la récompense de ses sages conseils et de sa diligence? Que dirait-on de moi si j'étais conservé? Je me dois ressentir de l'avoir élevé, d'avoir soigneusement cultivé cette plante qui fut même à sa tige ingrate et malfaisante, cette fleur dont le lustre est si fort abattu et qu'on a vu corrompre au sein de la vertu.
Mais quoi? Le centenier m'apporte des nouvelles qui me réjouiront. Fussent-elles mortelles? Eh bien, que veut César? Dis-le-nous hardiment. Que Sénèque s'apprête à mourir promptement. Ô doux commandement, ô faveur agréable, nouvelle désirée autant que désirable. Il nous oblige fort de nous traiter ainsi. S'il veut que nous mourions, nous le voulons aussi. Il sait donner à tout et le prix et l'estime. Il ne m'ordonne rien qui ne soit légitime. Il te laisse le choix, pour certaines raisons. De la flamme, de l'eau, du fer ou du poison. Prends lequel tu voudras. Choisis. Le ciel lui rend. Il m'oblige beaucoup. Cette faveur est grande. Il faut exécuter cet équitable arrêt. Et tu verras bientôt comme je suis tout prêt. Mais faut-il si soudain que je te satisfasse? Puis-je d'un testament consoler ma disgrâce? Puis-je adoucir d'un mot l'aigreur de mon trépas? Vois si tu veux mon ordre, il ne le porte pas. Cessons donc de porter ce meuble si fragile, puisqu'il nous est à charge et nous est inutile. Je serais étonné s'il m'eût été permis de laisser en mourant du bien à mes amis. Il est tout à César, je n'en puis rien soustraire. Je n'en suis seulement que le dépositaire. En me le confiant, il ne s'est pas déçu. Je lui rends tout entier, comme je l'ai reçu. Pauline, c'est pour toi que je voudrais écrire. Mais ta fidèle amour de ce soin me retire. Suivant exactement l'ordre qui m'est prescrit, je ne perds pas beaucoup pour n'avoir point écrit. J'ai, par mes actions, tracé dans ta mémoire assez heureusement l'image de ma gloire. Ceux qui de ma vertu pourront encore douter, pour en être éclaircis, n'ont qu'à te consulter. Te souviendras bien qu'avec assez d'estime, j'ai vécu près de toi, sans reproche et sans crime. Il te souviendra bien de ma constante foi, et que prêt à partir, je n'eus regret qu'à toi. Moi, je m'en souviendrai. Je veux qu'on se souvienne qu'il ne fut point d'amour comparable à la mienne. En vous suivant partout, je veux montrer à tous, si vous viviez en moi, que je vivais en vous. Ne précipite point le cours de tes années. En la fin de Sénèque, elles seront bornées. Rien n'aura le pouvoir de rompre un nœud si beau. Nous n'avons eu qu'un lit, nous n'aurons qu'un tombeau. Ah, ne meurs point si tôt. Je ne saurais plus vivre. Vis pour me contenter. Je mourrai pour vous suivre. N'aurais-je plus sur toi de pouvoir absolu? Le conseil en est pris, c'est un point résolu. Ô rare piété, ta constance fidèle remporte sur Sénèque une palme immortelle. Sans doute, nos neveux auront droit de douter si, méritant beaucoup, j'ai pu te mériter. Comme de ta beauté tout ton sexe eut envie, il deviendra jaloux de la fin de ta vie. L'effet est trop brillant de cette sainte amour. Elle me va faire ombre en se mettant au jour. Je ne puis te sceller qu'un si beau trait me blesse. La force de ton âme a causé ma faiblesse. Ta rare piété me touche tendrement. Il m'échappe des pleurs dans ce ressentiment. C'est pourquoi, si Pauline à partir se dispose, qu'auparavant sa foi m'assure d'une chose, c'est qu'ayant pris de moi ce glorieux poignard, elle ira, s'il lui plaît, s'en servir autre part, car sans quelque faiblesse, indigne et malséante, je ne pourrai jamais voir Pauline mourante. Sans doute cet objet me ferait murmurer et ne me servirait qu'à me déshonorer. Seigneur, permettez-moi... Non, il faut que l'on cède. Que je fasse l'essai de ce dernier remède. J'aurais trop de bonheur si vous me permettiez d'en goûter la première et mourir à vos pieds. C'est en vain, ta demande m'outrage. Et c'est perdre le temps qu'en parler davantage. Seigneur, j'y consens donc.
Mais non sans déplaisir. On ne nous a laissé que fort peu de loisirs. Hâte un événement que César veut apprendre. Je suis trop criminel de l'avoir fait attendre. Demandons-lui pardon de ce retardement. Embrassons-nous, Pauline. Et mourrons promptement. Et Sénèque, tenant contre lui sa femme Pauline, rentre dans sa demeure pour y mourir, suivant l'ordre de César, suivi du centenier. À nouveau la lumière sur le palais de César. Que d'ennemis! L'effroi qui m'environne sur mon front pâlissant fait trembler ma couronne. Serons-nous assez forts pour en venir à bout? Peut-on à tant de gens faire tête partout? Le bras de Tigilin et l'esprit de Sabine pourront-ils renverser cette grande machine? Quand même, quelque dieu viendrait me le jurer. À peine mon esprit s'en pourrait assurer. Quoique le mal soit grand, raffermis ton courage. Nous avons avancé la moitié de l'ouvrage. Tes ennemis connus sont pris ou dépêchés. Mais il faut découvrir tous ceux qui sont cachés. Nous savons une part de la trame funeste, et pour notre assurance, il faut savoir le reste. Possible, Épicharis le pourra révéler. Il faut que Sévinus l'oblige à nous parler. Sévinus, c'est ici que tu feras paraître si ton zèle répond aux bontés de ton maître. D'un empereur clément qui sait tout pardonner, et qui pour cet effort te va beaucoup donner. Si tu peux en ce fait agir de bonne sorte, jamais tes créanciers n'assiégeront ta porte. Jamais mortel encore dans le rang que tu tiens ne s'est vu jusqu'ici combler le temps de bien. Ôte-nous seulement cette épine importune. Je suis la caution de ta bonne fortune. Madame, vous verrez comme je m'y prendrai, ce sont des vérités que je lui maintiendrai. Et quoiqu'elle témoigne une si grande audace, elle ne pourra pas me dénier en face. Il serait à propos de lui persuader qu'elle garde un secret dangereux à garder, qu'elle ne gagne rien que la mort à se taire, qu'une confession lui serait salutaire. Enfin, qu'à ton exemple, elle peut sans erreur perdre tous ses amis pour sauver l'empereur. La voici, qui paraît en triomphe porté. En effet, voici Épicharis, les mains liées derrière le dos, qui avance. L'ont un peu maltraité. Connais-tu de l'État les sages défenseurs? On connaît beaucoup mieux les cruels oppresseurs. Sévinus, adoucis cet animal farouche qui n'a que du poison et du fiel dans la bouche. Épicharis, c'est trop t'exposer au tourment, tu dois te départir de ce déguisement. Les amis de César ont suborné les nôtres. Les uns m'ont dénoncé, j'ai dénoncé les autres. Et ce dit empereur mu de compassion a daigné faire grâce à ma confession. Si tu veux recevoir les mêmes bénéfices, révèle promptement tous les autres complices. Tu peux voir au pardon les chemins tout battus. Tu n'as rien qu'à parler. Que me demandes-tu? Tous ceux que tu connais de cette intelligence. Moi? Je ne connais rien que ta seule imprudence. Et si visiblement tu la fais éclater, qu'il n'ait pas de besoin de la manifester. Ce trait est imprudent qu'à ton sens indocile. L'imprudence est nuisible, et cet acte est utile. C'est de ce seul aveu que dépend ton bonheur. Ma vie en dépend bien, mais non pas mon honneur. C'est flatter ton esprit d'une erreur sans seconde, car de quoi sert l'honneur quand on n'est plus au monde? Nos esprits ne sont pas d'un sentiment pareil. Tu ne ferais point mal de suivre mon conseil. Qui suivrait le conseil d'une âme si timide? Pour aller à la gloire aurait un mauvais guide. Mais toi,
fille obstinée. En résistant si fort, tu tiens bien le chemin pour aller à la mort. Sais-tu bien que Pison s'est fait ouvrir les veines pour soustraire sa vie à 1000 justes peines? Que Scorus de César a senti le courroux et que la Tyrannus est mort de 1000 coups? Que Volus est péri d'une façon tragique pour expier son crime? Ou pour la République? Et que Flav et Rufus ont hâté leur trépas? Comme eux, Brutus est mort, mais son nom ne l'est pas. Lucain, qui fut toujours digne de ton estime, nomme tous ses amis qui tremblent dans le crime, des tourments préparés redoutant la rigueur. Ce trait fut assez voir qu'il n'eut jamais mon cœur. Ne ferme point la bouche alors qu'on te convie de parler librement pour conserver ta vie. Implore les bontés que je viens d'éprouver et te sers de la planche offerte à te sauver. Oh, le honteux conseil. Pour éviter l'orage, à tant de gens de bien faire naufrage. Je ne trahirai point des cœurs si généreux. Ils s'exposent pour nous. Je veux mourir pour eux. Tu connais donc des gens dont la cruelle envie fait encore dessein d'attenter sur ma vie? Oui. Je sais le dessein de 100 hommes d'honneur qui fondent sur ta mort leur souverain d'honneur. J'en sais des plus hardis et des plus grands de Rome, mais je mourrai 100 fois avant que je les nomme. Prends-tu quelque plaisir à te faire gêner? Beaucoup moins qu'un tyran n'en goûte à leur donner. L'impudente! La terre était bien capable de porter un moment ce monstre insupportable. Elle peut sans horreur porter Épicaris, puisqu'elle porte bien la femme aux 3 maris. Ta langue pour ce mot sera bientôt coupée. Que devrait-on couper à Sabine Poppée? Quand tu n'aurais vomi que ce mot seulement, tu mourras de 100 morts par mon commandement. Ces matières de peur sont ce que je dédaigne. Menace-moi plutôt de vivre sous ton règne. Aucun autre malheur ne saurait me troubler, et c'est la seule peur qui me ferait trembler. Oh, nouvel arrêton de l'enfer à vomi! Qui t'a donné sujet d'être mon ennemi? Qui de ta cruauté me rend ainsi l'objet? Tu veux donc le savoir? En voici le sujet. Je t'aimais autrefois quand ton front hypocrite se couvrait faussement des couleurs de mérite. Lorsque ta main feignait de faire un grand effort pour écrire son sein sous un arrêt de mort. Quand ton esprit brutal, cachant sa véhémence, pratiquait la justice, exerçait la clémence, et pour mieux t'affirmer en ton autorité, montrait de la sagesse et de la piété. Mais depuis que tu cours où la fureur te guide, que tu te rends ingrat, cruel et parricide, que tu rôdes la nuit et que tu tiens à jeu les titres de voleur et ceux de boute-feu, je te hais comme un monstre abîmé dans le crime et trouve que ta mort est un coup légitime. Ah, c'est trop qu'on la livre aux bourreaux inhumains. C'est une œuvre où Néron peut nous mettre les mains. Entraînez-la, soldat, vite, et qu'on la déchire. Possible que ton sort quelques jours sera pire. Traîtresse, on t'apprendra comme il faut discourir. Tyran, je t'apprendrai que je sais bien mourir. Et les gardes traînent Épicaris. Néron la voit disparaître, Sabine s'approche de lui. Ce n'est qu'à fabriquer cette haine mortelle. C'est un grand artisan. Qu'il meure aussi bien qu'elle. Puisqu'il ne t'a failli que 2 fois seulement, attends de ses projets quelque autre événement. Quoi, ferais-tu sitôt par des pensées timides périr un si grand maître en l'art des parricides? Garde bien de choquer ce docte précepteur. C'est un homme de bien. C'est un si bon flatteur. N'eût-il que ce talent, il ne faut pas qu'il meure. Il flattera la parque avant qu'il soit 1 heure. Sylvanus est passé en son appartement. Qu'on lui fait en 2 mots mon dernier compliment. Le voici justement. Eh bien? La chose est faite. Quoi? Nous ne verrons plus cette peste de cour. Je ne l'ai point quitté qu'il n'ait perdu le jour. Qu'a dit en te voyant cet honneur de Cordoue que Rome admire tant, que tout le monde loue? Mes ordres exprimés lui donnant à choisir de tout genre de mort conforme à son désir, ce vieillard misérable a montré quelque joie d'y pouvoir arriver par une douce voie. Et déjà pressentant comme la chose irait, il avait préparé tout ce qu'il désirait. Nous sommes avec lui passés dans une chambre où l'air qu'on respirait n'était rien qu'esprit d'ambre, où tout était richesse, où tout était splendeur. C'est mourir dans la pompe et dans la bonne odeur. Un vaste bassin d'or, où des eaux odorantes ornaient de leur parfum 1000 pierres brillantes, n'y faisaient éclater une valeur sans prix que pour y recevoir son sang et ses esprits. Un de ces affranchis,
ministre de l'Étuve, la fait asseoir ensuite, à mi-corps, dans la cuve, et retroussant ses bras au grand éclat du jour, a passé promptement un rasoir alentour. Ses amis ont pâli, voyant ouvrir ses veines qui d'une froide humeur n'étaient qu'à demi pleines. Mais ce grand philosophe, à mourir disposé, a vu courir son sang d'un esprit reposé, ne s'est pas plus ému durant cette aventure que si d'un jour de fête il eût vu la peinture. Amis, leur a-t-il dit, ne vous affligez pas. La vertu vous défend de pleurer mon trépas. Vous n'y trouverez rien d'indigne d'une vie dont les grands de la terre ont conçu de l'envie. Je meurs, mais c'est sans crime ainsi que sans remords que durant des vivants je passe au rang des morts. C'est un certain tribut qu'il faut bien que je rende. La nature le veut, et Néron le commande. Tous deux forment des lois qu'on ne peut violer, et leurs arrêts sont tels qu'on n'en peut appeler. J'en subis la rigueur sans horreur et sans crainte, ma volonté docile embrasse la contrainte. Par la douce faveur d'un sommeil que j'attends, bientôt, César et moi serons tous deux contents. Lui, de s'être défait d'un vieillard inutile, moi, de m'être rendu dans un heureux asile où nulle oppression ne se fait endurer, où jamais l'innocent n'a lieu de soupirer, où pour tout intérêt l'esprit est insensible et, franc de passion, goûte un repos paisible. Il a cru par ces mots se mettre au rang des dieux. Laissons-le achever. Alors, levant les yeux, il a dit en poussant sa voix faible et tremblante, dans le creux de sa main prenant de l'eau sanglante qu'à peine il a jetée en l'air à sa hauteur. Voici ce que je t'offre, ô Dieu libérateur, Dieu dont le nouveau bruit a mon âme ravie, Dieu qui n'est rien qu'amour, esprit, lumière et vie, Dieu de l'homme de Tarse où je mets mon espoir. Mon âme vient de toi, veuille la recevoir. À peine a-t-il fini cet étrange langage qu'une pâleur mortelle a couvert son visage. Il a fermé les yeux d'un mouvement pareil à ceux qu'on voit tomber, abattus de sommeil. En le voyant saisi d'une glace mortelle, je suis venu soudain t'en dire la nouvelle. Et le centenier s'éloigne, laissant César effondré sur son trône. César, à ce récit, tu parais tout changé. Qu'as-tu donc? Dis-le-nous. Je ne sais ce que j'ai. Tous mes sens sont troublés. Et mon âme inquiète ne peut plus se remettre en sa première assiette. Je brûle de colère et frissonne d'effroi. Je forcène, j'enrage, et je ne sais pourquoi. Une érine infernale à mes yeux se présente. Un fantôme sanglant me presse et m'épouvante. Ne vois-je pas venir des bourreaux inhumains qui tiennent des serpents et des fouets en leurs mains? Je sais qui me tient en cette horreur extrême que je ne m'abandonne à me perdre moi-même. Qui hâtera ma mort? Où sont les conjurés? J'y suis mieux résolu qu'ils y sont préparés. Que celui qui soupire après mes funérailles me déchire le sein, me perce les entrailles et rend de ses souhaits accomplis en tout point. Que veut dire, Seigneur? Ah, ne me parle point! Éloigne-toi d'ici! Fuis promptement, Sabine, de peur que ma colère éclate à ta ruine! Ô ciel qui me veut mal et que je veux braver, des pièges que tu tends ne se peut sauver. Tu prépares pour moi quelque éclat de tonnerre. Mais avant, je perdrai la moitié de la terre. Et Néron demeure seul, désespérément seul.
La tragédie est terminée.